Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à notre Facebook Live. Alors, j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui et que tout se passe bien. Alors, je vais redire mes bonjours à tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que le Facebook se passe bien. Alors, comme probablement bien des gens qui doivent s'adapter aux défis de la télépratique et de la COVID. Alors, personne n'y échappe, j'y ai pas échappé non plus. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être en ligne avec vous. Alors, je tiens d'abord à vous remercier de votre participation à notre Facebook Live, qui se veut un moment où nous aimerions vous offrir du support dans le cadre de la COVID. Au cours des dernières semaines, nous avons eu l'occasion de discuter avec vous des défis d'apprentissage. Je vous dirais, cette occasion vous a particulièrement été offerte par ma collègue Eliane Chevrier et mon amie également. On a aussi eu l'occasion de parler avec vous des problèmes de comportement qui sont souvent encore plus manifestes dans cette situation de confinement. Donc, nous espérons que les quelques trucs qu'on vous a partagés vous ont été utiles. Alors, je profite aussi du moment pour vous demander, dans le fond, de partager vos commentaires, de partager vos questions à média avec un S, à commercial, cnop.ca. Donc, c'est un endroit, dans le fond, où nous recevons vos demandes et vous avez été notamment nombreux à nous partager des questions. Alors, les Facebook Live qu'on vous offre, ce sont des moments où nous prenons le temps de répondre à vos questions. Et je profite notamment du moment pour vous dire que le prochain Facebook Live du 30 avril sera à la même heure, donc à midi le vendredi, et portera sur la douance. Donc, ce sera ma collègue Eliane Chevrier qui pourra vous entretenir sur ce sujet. Alors, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à envoyer vos questions et vos commentaires à média avec un S à commercial cnop.ca. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question du trouble du spectre de l'autisme. Alors, je vais répondre à quelques questions qui nous ont été partagées au courant de la semaine, mais je tiens aussi à vous rappeler que ce moment n'est pas un moment de thérapeute, hein, on n'est pas dans une démarche thérapeutique, mais c'est plutôt un moment pour vous partager des idées, pour faciliter votre quotidien ou pour vous donner des réponses à des questions générales que vous avez. Alors, je commencerai avec, dans le fond, la première situation qui nous a été partagée. Alors, la question se lit comme suit. Actuellement, compte tenu de la situation, notre routine familiale est complètement chamboulée, comme bien des familles, je vous dirais. Nous constatons que notre fils autiste, non-verbal, de 7 ans, régresse et fait beaucoup de crises. Pensez-vous que nous venons de perdre tous les acquis des dernières années? Alors évidemment, chaque personne, hein, qu'on soit autiste, non autiste, va avoir une façon de réagir à la situation du COVID. Je connais pas une famille au Québec où on n'a pas eu une période où, à un moment donné, une journée plus qu'un autre, où on a eu un peu les blues, où on perdait des repères, puis on perdait un peu le sens à tout ceci. Qu'on soit autiste, qu'on soit pas autiste, effectivement, faut s'attendre à des réactions. OK? Alors évidemment, dans le cas de cette vignette clinique, on a aussi un défi supplémentaire parce qu'on a affaire à un enfant qui est non-verbal. Alors évidemment, l'enfant non-verbal a beaucoup moins d'alternatives pour communiquer son désarroi. Hein, le fait de ne pas pouvoir entrer en communication par le langage fait en sorte qu'on n'arrive pas nécessairement à exprimer qu'on va pas bien, qu'on n'aime pas la structure actuelle dans laquelle on est. Évidemment, dans ce cas-ci, je ne connais pas non plus le niveau de compréhension de cet enfant-là, dans quelle mesure, même si on est non-verbal, on peut comprendre, est-ce que cet enfant-là a ces repères-là, oui ou non? Évidemment, je le sais pas. Mais je vous dirais, ce qui est certain, c'est que pour un enfant qui n'a pas accès nécessairement au langage pour communiquer, la seule façon d'exprimer qu'on n'est pas bien, c'est de passer par des comportements non-verbaux. Donc, de faire une crise est un comportement non verbal qui me permet, dans le fond, d'évacuer mon malaise.
Alors ici, je ne pense pas que les acquis de l'enfant soient perdus. Parce qu'habituellement, quand on a appris quelque chose, ben, on l'a acquis. Donc, il n'y a pas de raison. Je peux vivre une détresse émotionnelle, je peux ne pas être bien, mais en même temps, j'ai pas perdu ce que j'ai connu. Je peux peut-être périodiquement avoir une certaine régression, ne sachant pas comment m'adapter à tout ça. Donc, ici, l'enfant, évidemment, ce qu'on peut comprendre, c'est fort probablement pour lui un moyen de manifester son besoin de retrouver une routine. Alors, il est certain que les personnes non-verbaux ont besoin encore plus de routine probablement qu'une autre personne et que cet élément-là de besoin de retour à un cadre va être important à déterminer parce que, à la base, si pour nous le langage n'est pas notre médium de communication, ben à ce moment-là, ça voudrait aussi dire que mon repère, pour moi, se fait à travers le regard, à travers ce qui se trouve autour de moi. Donc, si ces éléments-là ont disparu, ont changé, ont été modifiés, ou là, je peux vivre effectivement une période d'anxiété, ne sachant plus justement comment m'y retrouver dans tout ça. Je vous dirais aussi que, ben, évidemment, l'entrevue d'aujourd'hui se fait dans un cadre un mois plus tard, après la pandémie, après le confinement, je devrais dire, qui fait en sorte que, tu sais, même nous, en tant qu'adultes, qui possédons des fois un peu plus de ressources, on a eu besoin d'un temps d'adaptation, on a eu besoin de retrouver des repères, puis aussi, au tout début, on a l'impression, bon, que cette situation-là va durer une semaine, mais en fin de compte, elle dure plus qu'une semaine. Mais maintenant, il y a quand même un mois qui a passé, OK? Qui fait en sorte que j'ose imaginer que beaucoup de parents ont quand même réussi à retrouver une certaine structure, un certain environnement parce que, veut pas, il faut pas se le cacher, le parent a aussi besoin de retrouver cet équilibre-là pour être capable d'accompagner son enfant dans son besoin. Maintenant, évidemment, il faut être capable d'identifier et de remettre en place une routine à notre enfant autiste non-verbal pour que celui-ci aussi retrouve un équilibre. Évidemment, la détresse d'un enfant autiste pourrait être pour différentes raisons. C'est super important d'arriver à identifier quels sont les éléments de la routine de votre enfant qui est particulièrement important pour lui. Des fois, pour nous, de notre côté, ça peut sembler un détail insignifiant, mais peut-être que pour lui, cet élément-là de sa routine est essentiel pour qu'il soit bien. Donc, moi, je vous inviterais effectivement à essayer de remettre le plus possible une routine, quelque chose qui ressemblait le plus près à ce que votre enfant connaissait, parce que pour lui, perdre beaucoup de repères en même temps, c'est fort probablement beaucoup trop pour gérer la situation. Mais je suis pas inquiète, il n'a pas perdu les acquis. Il faut juste lui redonner une structure qui ressemble à ce que lui, il vivait, pour pouvoir, dans le fond, l'aider à retrouver cet équilibre-là. Fort probablement, vous ne serez pas capable de remettre 100% de la routine précédente, mais on essaie du moins de revenir le plus près possible à quelque chose que votre enfant connaît. En même temps, je dirais, souvent, chez l'enfant non-verbal autiste, évidemment, le repère d'aide visuelle est très important. Alors, évidemment, ici, je vous dirais d'où l'importance de les introduire ou les réintroduire parce que c'est pas vrai que les pictogrammes sont nécessairement bons pour tous les enfants autistes. Mais pour beaucoup, oui. Si jamais votre enfant avait quand même acquis un niveau de routine qui faisait en sorte que ces pictogrammes-là n'étaient plus nécessaires, bien, c'est possible que ce soit nécessaire maintenant de les ressortir et de les remettre disponibles à votre enfant pour justement l'aider à reprendre cet équilibre-là. Donc, j'espère que ma réponse vous aide à ne pas craindre que votre enfant a perdu ses acquis et, dans le fond, vous aide, dans le fond, à remettre en perspective le besoin de ce cadre-là que votre enfant a effectivement besoin de retrouver. Alors maintenant, je vous dirais, j'irai avec la seconde question qui nous est demandée. Alors ici, nous avions un rendez-vous d'évaluation pour une hypothèse de trouble du spectre de l'autisme pour ma fille de 7 ans. On dit tout est reporté. Alors, je stresse à l'idée qu'elle n'aura pas des services de soutien en septembre prochain. L'année passée à l'école a été un cauchemar. Est-ce que je ne peux quand même avoir des services selon vous si la situation de la distanciation sociale persiste?
Alors, je vous dirais que effectivement, la neuropsychologie, dans la démarche d'évaluation, on a, nous aussi, en tant que professionnels, été obligés de préparer ce passage vers la télépratique. Alors, dans les dernières semaines, je vous dirais que le milieu scientifique de la neuropsychologie se sont mobilisés à dresser des lignes directrices, dans le fond, pour encadrer la démarche de télépratique et de pouvoir offrir ces services aux familles. Donc, je vous dirais, oui, l'évaluation pour l'autisme va pouvoir se faire en situation de télépratique. Évidemment, ce service-là va devoir se faire et pourra aider plusieurs familles, pourra peut-être pas correspondre à toutes les situations de vie de tous les enfants, mais va quand même ouvrir l'horizon d'une démarche d'évaluation via la télépratique. Notamment, lorsqu'on fait une démarche d'évaluation, il y a tout un volet d'entrevue clinique qu'on fait avec les parents pour connaître la situation de vie de l'enfant, qui peut effectivement se faire via ce médium-là sans problème. Il y a tout la lecture qu'on nous remet sur les rapports antérieurs qu'on peut faire via, dans le fond, les plateformes de communication. La démarche même d'évaluation, on a entre les mains des outils qui vont nous permettre de pouvoir procéder à même l'évaluation de l'autisme pour certains enfants. Donc, évidemment, vous allez devoir entrer en communication avec les professionnels près de vous, ceux avec qui vous avez demandé des services pour voir dans quelle mesure l'évaluation de l'autisme va pouvoir être possible via la télépratique. C'est possible également que une partie de la démarche va devoir attendre la permission d'un rapprochement social. Alors, évidemment, votre professionnel sera à même de vous dire si dans le cadre spécifique de votre enfant, on doit attendre pour cette partie-là que le contact soit permis. Néanmoins, je vous dirais, si vous avez commencé le service en télépratique, la démarche va déjà avoir été entamée et potentiellement, votre rapport va être prêt pour début septembre, j'ose espérer, évidemment, dépendamment de cette distanciation sociale qui va être permise, mais au moins, soyez assurés qu'il y a quand même un début de processus et potentiellement, tout le processus global peut être fait via ce service. Alors, je profite du moment, évidemment, les gens se branchent à moi à différents moments, donc j'invite à nouveau les gens à communiquer à l'adresse média avec un S à commercial-cena.ca pour partager vos commentaires, nous envoyer des questions, pour qu'on puisse, dans le fond, s'adapter à vous, en espérant que tout ceci vous aide ou vous donne des outils pratiques. J'en profite pour vous dire de nouveau que votre prochain Facebook du 30 avril midi, même heure, portera sur la douance et sera animé par ma collègue Eliane Chevry. Alors, je continue les questions qui nous sont adressées. Alors, pour la prochaine question, ça se lit comme suit. Mon jeune de 13 ans est Asperger, donc on sait qu'Asperger, c'est l'ancienne terminologie, mais dans le fond, ici, ce que ça fait référence habituellement, ça fait référence à un enfant qui présente les caractéristiques de l'autisme et mais qui a accès au langage, contrairement à la vignette clinique de tout à l'heure où on référait à un enfant non-verbal. Ici, on réfère à un enfant qui est verbal et un enfant pour qui le potentiel cognitif est habituellement dans les normes, donc sans déficience intellectuelle. Ceci étant dit, je continue ma petite vignette clinique. Donc, on dit que l'enfant a un intérêt spécifique pour la construction de Lego. Alors, d'habitude, nous arrivons à gérer le temps qui passe à faire des constructions. Mais actuellement, c'est très difficile. Il peut rester 3 à 4 heures à faire cette activité et cela interfère dans le quotidien. Parfois, il ne veut même pas dîner. Il se fâche souvent. Quoi faire? Alors, je vous dirais que cette question-là risque probablement d'être une réalité dans bien des familles, indépendamment d'un diagnostic d'autisme ou pas, parce qu'effectivement, nos jeunes, particulièrement les jeunes ados,
se retrouvent dans une situation où le confinement a enlevé beaucoup de possibilités d'activité. Donc, on sait, bon, pas d'école, le contact avec les amis est plus ou moins possible si ce n'est pas par la plateforme électronique. On peut pas aller jouer dehors. Ben, on peut aller jouer dehors, mais c'est quand même plus restreint comme possibilité, etc. Donc, effectivement, l'intérêt un peu plus restreint va prendre une place plus importante, n'arrivant pas, dans le fond, à combler la journée par mille et une activités. Donc, cet élément-là, je vous dirais fort probablement présent dans bien des familles. Ici, effectivement, ce qui est important, notamment, moi, je pense pas que c'est à la durée qui est mis dans le jeu des Lego, mais c'est le fait que l'activité de Lego va interférer dans la vie quotidienne, donc dans l'hygiène de vie. Donc, effectivement, à ce moment-là, ben, il faut aider à remettre en place une certaine structure parce que, notamment, l'enfant autiste, quand il est absorbé par une activité, va souvent passer à côté de ses marqueurs internes. Donc, dans les marqueurs internes, effectivement, quand la faim arrive, bon, pour plusieurs des enfants, bon, j'ai faim, même si j'adore les Legos, que j'adore mon iPad ou quoi que ce soit, j'ai un indicateur que j'ai un malaise physique, je vais laisser ça de côté pour aller manger ou même pour aller dormir. Ou effectivement, on sait que les enfants autistes ont plus de difficultés à connecter avec ces marqueurs internes-là. Donc, ils ne sentent pas les repères de faim nécessairement. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre eux, c'est un élément qui va jouer à la défaveur de me dire, bon, mais c'est le temps d'aller manger. Alors, effectivement, on sait que les enfants avec les caractéristiques de l'autisme vont habituellement bien répondre à un horaire qui est défini. Alors moi, je vous dirais, ben à ce moment-là, pourquoi ne pas placer un horaire qui est figé dans le temps? Donc, je vous dirais, je vous donne un exemple. Ok, vous n'êtes pas obligé d'appliquer exactement l'horaire que je vous donne, mais si avec notre enfant, on en convient qu'à partir de 8 heures le matin jusqu'à 10h59, c'est un moment qui peut être dédié au Lego. Donc, l'enfant a le droit de pouvoir jouer à cette activité-là. Il prend un plaisir, il n'y a pas de problème. Mais que entre 11 heures et midi 59, ce temps-là est dédié à autre chose. Donc, le autre chose peut être effectivement le temps pour aller manger, le temps pour se laver les dents. Donc, à ce moment-là, le marqueur de changement est celui de l'horaire et non celui du marqueur interne qui est celui de j'ai faim. Parce qu'on sait que les enfants pour qui ils ont un marqueur de faim, ben effectivement, ils vont être en train de jouer, ils ont du plaisir, puis ça prendra pas de temps. Ils vont dire, maman, j'ai faim, quand est-ce qu'on mange? Bon, on retrouvera pas nécessairement ce comportement-là chez l'enfant qui n'a pas ce marqueur-là d'avertissement que là, on est rendu à l'heure de manger. Je vous dirais, j'ai souvent eu en thérapie chez des enfants justement de haut niveau pour qui les Legos prenaient beaucoup de place et que les Legos interféraient pour le passage à la nourriture. Puis même des fois, l'enfant de me dire, ben Lynn, c'est plate parce que j'ai faim. Je veux aller manger, puis quand je vais manger, ben quand j'arrive, ben, mon assiette est froide. Donc, ben j'arrive pas. Alors, en parlant avec le parent, on essaye un peu de comprendre qu'est-ce qui t'empêche. C'est une jeune garçon qui, je pense à ma tête, un garçon de 13 ans, donc tout à fait verbal, avec quand même une capacité d'expliquer ce qui se passe pour lui. Et là, la mère, elle me dit, ouais, mais là, elle dit, moi, j'ai essayé différentes techniques. Elle dit, celui de la visée d'avance. Donc, elle dit, j'ai essayé de la viser 5 minutes d'avance. Bon, dans 5 minutes, c'est l'heure du dîner, tu vas devoir arrêter. Là, elle dit, ça marchait pas, j'avais le droit à la crise, etc. Donc, elle dit, bon, là, j'ai essayé 10 minutes d'avance. Donc, là, j'ai dit, bon, 10 minutes d'avance, ça va lui donner suffisamment de temps. Elle dit, le même résultat, ça marche pas. En parlant avec l'enfant, tu sais, parce qu'évidemment, les idées, des fois, vont émaner aussi de l'enfant, comment l'enfant pense, comment l'enfant réagit. Et l'enfant, de me répondre, ben, il dit, moi, ça me stresse parce que, il dit, quand ma mère, elle me dit, bon, il me reste 5 minutes, 10 minutes, ben là, moi, je dois chercher des pièces de Lego particulières, puis on sait que 1001 pièces, de 1001 petites microformes. Puis, il dit, là, moi, je perds mon temps à chercher, puis plus je suis anxieux à chercher, ben moi, je trouve ce que je veux avoir dans mon bac à Lego. Donc là, je suis pas bien. Donc là, on voit que l'anxiété vient de commencer à monter chez l'enfant, puis il se sent prisonnier de ça.
Alors, dans le fond, la solution qui a vraiment aidé à régler, sachant que l'enfant autiste va plutôt procéder par logique, par une structure linéaire, si on veut, ben, j'en suis venue à regarder avec la famille, mais dans quelle mesure peut-être d'identifier un endroit logique où arrêter le Lego serait peut-être pas plus opportun. Donc, à ce moment-là, évidemment, le parent, quand il est en train de préparer le repas, bon, on peut aller voir où son enfant est rendu, puis lui dire, bon, ben maintenant, est-ce que pour toi, ça te va si tu t'en viens manger au moment où ta fenêtre, elle est placée, au moment où, parce que bon, souvent, ils vont construire des maisons ou des trucs comme ça. Puis là, on peut dire, ben, au moment où ta ligne de ta maison, elle est terminée, ou ton toit est fini, là, c'est le temps de venir manger. Donc là, l'enfant ne reçoit pas une pression de temps qui n'a pas de logique. Je suis en train de construire une maison, puis pourquoi je vais arrêter ma maison à cause du temps? Par contre, si j'arrête ma maison parce que je suis rendue à une structure plus logique, je vais risquer à ce moment-là de pouvoir passer à l'autre étape plus facilement. Alors, vous voyez, cette solution a vraiment permis pour cette famille-là de trouver une solution facile à cet élément-là, puis vraiment, c'est rentré dans l'ordre pour eux. Alors, en espérant que ce genre de truc vous sera utile. Maintenant, j'irai avec une autre question qui m'est demandée. Donc, on dit, ma fille autiste 5 ans dormait seule dans son lit depuis quelques mois seulement. Actuellement, elle se lève pour venir avec moi tous les soirs, sinon c'est la crise. Ces crises peuvent durer très longtemps et parfois elle est tellement en crise qu'elle en vomit. Je ne sais pas quoi faire. Je la sens très anxieuse. Je me demande si on ne doit pas instaurer des siestes pour récupérer son manque de sommeil. Donc ici, effectivement, ce qu'on en comprend, c'est que l'enfant semble s'être endormi dans sa chambre et à un moment donné, au courant de la nuit, se lève pour aller retrouver ses parents et ses parents l'accueillent dans le lit. Alors, je vous dirais, chez les enfants autistes notamment, c'est connu que les habitudes de sommeil causent beaucoup de défis aux parents. Alors, c'est effectivement un enjeu que vivent beaucoup de familles. Je vous dirais, la plus grande erreur serait d'aménager des périodes bien douillettes de sieste à cet âge, notamment, je ne vous dis pas si on parlait d'un enfant de 2-3 ans, chez qui l'habitude de sieste fait partie intégrante même d'une hygiène de sommeil. Donc ici, on est avec un enfant de 5 ans, donc un enfant qui est à l'âge d'aller à l'école et qu'on veut la garder fonctionnelle pour retourner à l'école. Donc, on ne veut pas induire une nouvelle routine de sieste chez l'enfant. Donc, je vous dirais, il ne faut surtout pas instaurer de sieste chez l'enfant pour que l'enfant arrive effectivement le soir et être fatigué pour pouvoir remettre en place des nuits de sommeil pendant la nuit. Et d'autant plus que si on met en place une structure dans laquelle l'enfant, on refavorise biologiquement le réveil nocturne, parce que si j'ai dormi dans le jour, bien forcément, je suis moins fatiguée la nuit. Et à ce moment-là, l'enfant qui se lève vient d'autant plus épuiser son parent, qui lui a besoin de dormir et se trouve à gérer un enfant qui est réveillé puis qui s'endort pas. Alors, première chose, non, on ne fait pas de sieste. Je vous dirais effectivement, c'est terriblement exigeant ce genre de situation-là, mais ça vaut vraiment la peine de, si l'enfant se lève la nuit, OK, pour aller vous rejoindre, d'aller refaire, dans le fond, la routine du coucher avec votre enfant. Donc, vous la ramenez vers sa chambre et vous refaites, dans le fond, la séquence qui permet, dans le fond, à votre enfant l'endormissement. Donc, on sait que l'enfant autiste est un enfant qui est beaucoup plus axé sur la routine, sur la séquence, sur la procédure. Donc, on peut pas non plus simplement, parce qu'on est fatigué en tant que parent, je le comprends, c'est exigeant, c'est vraiment pas de cet élément-là je veux discuter. Mais si on retourne l'enfant dans son lit, pour on dit, OK, non, maintenant, couche-toi, c'est la nuit, couche-toi, et je retourne, ben c'est clair que votre enfant se lève ou vous rejoint. OK? Donc, il faut vraiment refaire votre l'habitude de routine de sommeil que vous avez avec votre enfant. Pendant cette routine-là de sommeil, c'est possible que vous aviez l'habitude d'être dans la chambre. Ne vous couchez pas avec votre enfant. Restez dans la chambre si ça faisait partie de votre habitude. Si votre habitude était plutôt d'être dans le salon, dans la pièce pas très là, ben retournez dans le salon. Donc vraiment, on refait la routine habituelle pour que votre enfant retombe dans la période d'endormissement et retrouve le sommeil. Ensuite, vous retournez évidemment vous coucher.
pas une situation idéale, j'en conviens, mais on est mieux des fois d'avoir peut-être 2, 3, 4 jours difficiles pour nous en tant que parents pour remettre en place cette routine-là du sommeil que de céder à cette tentation-là parce que vous allez recréer un autre problème qui va être d'autant plus difficile à briser, si on veut, d'accepter que votre enfant revienne au lit avec vous. Je vous dirais aussi pour certains enfants, on le sait très bien, pour certains enfants autistes, on va retrouver le défi d'un éveil très, très tôt. Moi, c'est pas rare que j'entends mon enfant se lève à 5 heures du matin au secours. Il commence sa journée, il est frais dispo pour commencer sa journée. Moi, non, je ne peux pas, humainement, je ne peux pas être debout à 5 heures du matin. À ce moment-là, je vous dirais, si c'est des éléments que vous vivez, gardez votre enfant dans sa chambre. OK? Donc, vous pouvez mettre à sa disposition des activités apaisantes. Donc, que ce soit un livre, que ce soit un puzzle, pour qu'il puisse, dans le fond, s'occuper dans sa chambre. OK? Il faut être en mesure aussi d'indiquer à votre enfant quel est le moment qui vous permet à votre enfant de savoir que là, c'est vraiment l'éveil de la famille qui lui permettrait à ce moment-là de sortir de sa chambre. Évidemment, d'une famille à une autre, ça peut changer. Il y a des gens qui vont dire, bon, mais quand la lumière du jour, elle est vraiment allumée, disponible, et que tu vois le soleil par ta fenêtre, c'est un moment où tu peux sortir de ta chambre. Il y a des parents qui vont peut-être dire, ben, c'est au moment où maman se lève ou papa se lève et vient te voir dans ta chambre, c'est le moment de sortir et de participer, dans le fond, à la vie familiale. Évidemment, ces éléments-là peuvent varier d'une famille à une autre. Je vous dirais, ce qui est super important, par contre, c'est de ne pas permettre l'utilisation d'écran bleu dans ces moments d'éveil très tôt chez votre enfant. Donc ici, je suis vraiment dans une situation où la période de sommeil de votre enfant est terminée et qu'il est, lui, frais et dispo à commencer sa journée. Ne mettez pas d'écran bleu, donc que ce soit des tablettes, de la télévision ou quoi que ce soit, parce que la luminosité de l'écran bleu, dans le fond, indique au cerveau qu'on est rendu à la période de jour, alors que c'est pas le cas. OK? Donc ça, c'est un élément qui est aussi important à faire attention. Évidemment, je vois que le temps passe. Alors, j'aimerais que vous participez à échanger vos commentaires et partager vos questions à média avec un S à commercial-cenop.ca et pour qu'on puisse, dans le fond, arrimer les sujets. Évidemment, ici, le but pour nous, c'est d'être capable de répondre à vos questions. Vous voyez, selon les questions qu'on nous demande, il y a par moment des questions qui vont référer à des situations de vie. Évidemment, on n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions qui nous sont adressées. On essaie de choisir des questions qui reviennent souvent, des questions aussi différentes, qui permettent des fois de couvrir des volets un peu plus larges. Des fois, les questions peuvent porter aussi sur un élément un peu plus théorique, si on veut, ou un éclaircissement que des familles aimeraient avoir, aimeraient partager. Donc, on espère que notre expertise vous permet, là, dans le fond, de pouvoir apaiser vos questionnements. Puis, j'en profiterai également pour finir pour vous dire de nouveau que le prochain Facebook Live du 30 avril va porter sur la douance. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions. Il sera animé par Eliane Chevrier et ça nous fera plaisir, dans le fond, de continuer à répondre à vos questions et d'avoir des thèmes, des fois de plus en plus précis, dépendamment de vos besoins. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Alors, bonne continuité. Merci.